Et si tout ce que tu pensais savoir sur l'univers de Dragon était faux? Et si Croque-Mou cachait un sombre secret? Et si toute l'aventure d'Harold n'était en réalité qu'une hallucination? Aujourd'hui, on va plonger dans les 10 plus grandes théories de fans sur Dragon qui sont tellement folles qu'elles pourraient bien être vraies. Au numéro 10, on commence avec la théorie selon laquelle Drago Point Sanglant aurait été mangé par son Ice Beast. Dans Dragon 2, on voit Drago et son Ice Beast disparaître dans l'océan après leur défaite. Il est probable que l'Ice Beast ait plongé et nagé loin avec Drago sur son dos, mais si quelque chose de plus sombre s'était passé. Pour les seigneurs de guerre fous, l'Ice Beast n'était rien de plus qu'un outil, et des années d'entraînement brutal ont fini par briser l'esprit du dragon. Réfléchis, une fois que Croque-Mou s'est libéré du contrôle de l'Alpha et s'est rebellé, l'Ice Beast a peut-être lui aussi compris qu'il pouvait se retourner contre Drago. Et que ferait le deuxième dragon le plus puissant au monde à son tortionnaire après des décennies de souffrance et d'asservissement? Eh bien, cette théorie suggère que l'Ice Beast, dans un moment de libération et de vengeance, a tout simplement tué et mangé Drago. Ça expliquerait pourquoi Grimmel le Grave mentionne la défaite de Drago, mais que celui-ci n'apparaît plus du tout dans le monde caché. En parlant de Grimmel, la théorie numéro 9 se demande s'il n'a pas menti sur le fait d'avoir exterminé les furies nocturnes. Et si Grimmel était juste un narrateur peu fiable qui essayait de construire sa propre réputation. Dans le monde des dragons, prendre des trophées après en avoir à tuer un, c'est courant, comme on le voit avec la cape de Drago. Mais Grimmel ne montre rien qu'il prouve qu'il ait déjà vaincu une furie nocturne, pas même une seule écaille noire. Il est tout à fait possible qu'il n'en ait jamais tué une seule. Et puis, Grimmel ne savait même pas que Croque-Mou pouvait se camoufler. C'est sûrement une capacité que seuls les dragons connaissent, donc un vrai chasseur devrait s'y attendre. Si Grimmel avait vraiment traqué des centaines de furies nocturnes, comment aurait-il pu ignorer une capacité aussi fondamentale? Mais ce n'est pas tout. Son dirigeable et son arbalète sont totalement inefficaces contre un dragon aussi rapide qu'une furie nocturne. Et même si on imagine que ces échoueurs faisaient le travail à sa place, les furies nocturnes sont parmi les dragons les plus puissants de toute la franchise. Difficile d'imaginer Grimmel toutes les éliminer. Peut-être qu'il en a tué quelques-unes, mais son affirmation d'avoir provoqué leur quasi-extinction est probablement exagérée. Cette théorie donne de l'espoir, il existe peut-être encore des furies nocturnes quelque part dans le monde caché ou d'autres lieux isolés que Grimmel n'a jamais trouvés. Puisqu'on parle de choses qui ont peut-être jamais existé, au numéro 8, on trouve la théorie selon laquelle les ailes d'ombre seraient en fait des hallucinations provoquées par le manque de sommeil d'Harold. Tu te souviens de ces dragons mystérieux et agressifs avec un comportement étrange dans l'épisode Le Jour sans fin? Cette théorie suggère qu'ils n'étaient pas réels du tout. C'était des hallucinations causées par l'épuisement extrême d'Harold. C'est plausible, puisque ces dragons ne réapparaissent jamais après cet épisode, ce qui est curieux pour une espèce aussi dangereuse et unique. Deuxième élément douteux, leur conception même est absurde. C'est littéralement un avion d'artillerie avec un grand dragon comme plateforme et des petits dragons comme projectiles. Impossible qu'un tel lien symbiotique ait évolué naturellement, non? Enfin, alors que tous les autres personnages montraient des signes évidents de manque de sommeil, confusion, anxiété, irritabilité, erreur, Harold lui semblait relativement fonctionnel. Sa fatigue aurait donc pu se manifester autrement par des hallucinations, surtout en arrivant sur cette île étrange tenue par des chasseurs de dragons. Passons au numéro 7 avec une autre théorie. Et si Croque-Mou avait mordu la jambe d'Harold pour lui sauver la vie? Un des moments les plus choquants du premier film, c'est quand Harold se réveille après le combat contre la Reine Rouge et découvre qu'il a perdu une jambe. On suppose qu'il s'est brûlé en tombant dans les flammes et que Croque-Mou n'a pas été assez rapide pour le sauver entièrement. Mais ça ne colle pas vraiment. D'abord, Harold tombe la tête la première dans l'explosion, donc sa jambe serait la dernière à brûler si Croque-Mou n'arrivait pas à temps. On ne voit jamais réellement comment il perd sa jambe et le scénario le plus probable c'est que Croque-Mou l'ait rattrapé avec ses dents pour se rapprocher de lui. Mais en le mordant, il aurait tellement mutilé sa jambe qu'elle serait devenue inutilisable. Gulfor, qui a fabriqué la prothèse, aurait peut-être caché la vérité pour épargner à Harold et Croque-Mou un traumatisme psychologique énorme. Et là, on entre dans le très lourd. La théorie numéro 6 affirme que la série se déroule des milliers d'années dans le futur dans un monde post-apocalyptique. Cette théorie post-apo imagine que les Vikings de Burke seraient les descendants d'humains modernes ayant survécu à une catastrophe mondiale. Les preuves? Eh bien, il y en a plusieurs dans la série qui ne collent pas avec le cadre médiéval. Par exemple, l'œil de dragon fonctionne comme une technologie avancée, presque comme une lampe torche ou un projecteur. Et c'est encore plus fou, ses propriétés changent selon la flamme du dragon. Certains extraits du manuel des dragons font aussi référence à des connaissances bien au-delà que celles des Vikings devraient avoir. Le feu de la terrible terreur est décrit comme une flamme au magnésium, alors que le magnésium n'a été extrait qu'au XVIIIe siècle. Ça voudrait dire que les habitants de Burke possédaient une technologie très au-dessus de leur époque supposée.
Cette théorie propose donc qu'après une catastrophe mondiale, l'humanité est régressée technologiquement mais ait gardé des fragments de savoir avancé. Les dragons, eux, seraient le résultat de mutations génétiques causées par des retombées nucléaires. Au numéro 5, on a une théorie sur l'un des meilleurs méchants de toute la franchise, Viggo Grimborn de Dragon par-delà les rives serait toujours en vie. La dernière fois qu'on voit Viggo, il a déjà plusieurs flèches plantées dans le dos, et semble se sacrifier pour permettre à Harold de s'échapper des chasseurs de dragons. Mais dans son ultime affrontement, Viggo affronte un groupe de chasseurs avec un Skrill en soutien. Un Skrill est largement assez puissant pour neutraliser quelques arbalétiers, donc il est possible que Viggo ait pu fuir à la base grâce à son aide. Viggo a déjà prouvé qu'il était l'un des personnages les plus malins et débrouillards de la série, et il a même déjà échappé à la mort après être tombé dans un volcan. Donc oui, il est très probable que Viggo soit encore là, quelque part, vivant avec le monstrueux cauchemar qui lui a sauvé la vie, passant ses journées à entraîner et à protéger des dragons. Mais attends, il existe une autre théorie concurrente à propos de Viggo, bien plus psychologique. Notre théorie numéro 4 est si Viggo était réellement mort dans le volcan, mais qu'Harold l'avait halluciné ensuite. Selon cette idée, la culpabilité d'Harold après la mort de Viggo, combinée à sa tendance à vouloir racheter ses ennemis, aurait créé une hallucination complexe où Viggo aurait survécu et aurait fini par respecter les dragons. Le Viggo qu'on voit dans les épisodes suivants ne serait alors que le subconscient d'Harold, travaillant à travers sa culpabilité et son besoin de croire que même les pires chasseurs de dragons peuvent changer. L'épisode où Viggo meurt officiellement représenterait le moment où Harold accepte enfin la réalité et laisse partir sa culpabilité. En numéro 3, parlons de notre dragon alpha avec cette théorie. Et si les furies nocturnes n'avaient pas évolué pour chasser des humains ou des poissons, mais d'autres dragons? Pense aux caractéristiques des furies nocturnes, elles sont incroyablement rapides, presque invisibles la nuit. Elles tirent des salves de plasma ultra précises et sont très intelligentes. Ce ne sont pas les traits d'un dragon qui chasse des moutons ou des saumons. D'ailleurs, le manuel des dragons précise que les furies nocturnes ne volent jamais la nourriture des vikings. Alors que mangent-elles? Avec la puissance de frapper même des reines rouges et des furies glaciales, la furie nocturne semble être un prédateur ultime qui chasse d'autres dragons. Ça expliquerait pourquoi Croque-Mou est si redoutable au combat contre d'autres espèces. Ce n'est pas juste parce qu'il est bien entraîné, c'est parce qu'il est génétiquement conçu pour être un tueur de dragons. Et ça expliquerait aussi pourquoi les furies nocturnes sont si rares. Tout en haut de la chaîne alimentaire, les super prédateurs existent toujours en petit nombre. Passons maintenant au numéro 2 avec la théorie selon laquelle Stoic la Brute aurait planifié les épreuves d'Harold pour en faire un chef. Selon cette théorie, Stoic n'était pas juste un père protecteur mais un manipulateur stratégique qui aurait orchestré tout le parcours de son fils pour le préparer à diriger. Il aurait compris qu'Harold était trop doux et trop obsédé par les dragons pour devenir un bon chef. Alors il y aurait discrètement préparé une série d'épreuves de plus en plus difficiles pour le forger. D'abord, il lui confie l'école de dressage de dragons, sachant que cela l'obligerait à faire face à ses peurs et à gagner en confiance. Ensuite, les parias arrivent. Mais as-tu remarqué que leur chef, Alvin, est un vieil ami de Stoic? Cette théorie dit que Stoic aurait demandé à Alvin de jouer un rôle d'ennemi contrôlé pour faire progresser Harold. Puis vient les trappeurs de dragons, encore une fois, pile au bon moment pour challenger les nouvelles compétences d'Harold. Chaque ennemi arrive au moment parfait, adapté au niveau de son fils, assez difficile pour le faire grandir, mais jamais impossible. Cette théorie décrit Stoic comme un génie politique qui aurait utilisé des risques calculés et des ennemis dosés pour transformer Harold en chef redoutable avant d'affronter Drago poing sanglant. Et enfin, la théorie la plus folle qui pourrait bien être vraie, Croque-Mou préparait déjà une révolution des dragons contre la Reine Rouge au tout début du premier film. D'après cette théorie, Croque-Mou n'a jamais été un dragon normal. Dès le début du film, il aurait déjà décidé de se rebeller contre la tyrannie de la Reine Rouge et commençait à organiser d'autres dragons pour préparer une révolution. Rappelle-toi, pendant le raid sur Burke, tous les autres dragons volent de la nourriture ou des moutons, mais pas Croque-Mou. Lui, il n'est pas là pour apporter des provisions à la reine, il est là pour protéger ses amis des attaques des vikings. Croque-Mou ne frappe que lorsque Stoic est en train de battre un cauchemar monstrueux, et il se concentre uniquement sur les catapultes et les armes. Une fois que Harold répare sa queue, Croque-Mou ne cherche même pas à retourner sur l'île des dragons. À ce moment-là, il est déjà libre du contrôle mental de la reine. Il y retourne uniquement pour montrer à Harold et à Astrid à quel point la menace est sérieuse et espérer qu'il l'aide dans son soulèvement contre la Reine Rouge. C'est une théorie qui donne une toute nouvelle dimension politique à ce qu'on croyait être une simple histoire d'amitié entre un garçon et un dragon. Et voilà, c'était notre top 10 des théories les plus folles sur l'univers de Dragon. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y en a une qui t'a convaincu? Dis-le nous en commentaire.